Rejeté par mes beaux-parents à cause de mon infertilité, j'ai divorcé. 5 ans plus tard, ils surgissent à l'inauguration de mon entreprise et me découvrent épanoui, un petit garçon dans les bras, ma plus belle revanche. Je m'appelle Solange Dubois. J'ai 41 ans. Après 10 ans de mariage sans enfant, ma belle-mère a posé sa fourchette sur la table et m'a regardé. Notre fils mérite une vraie famille, a-t-elle dit. Pas une femme qui ne peut pas lui en donner une. Puis elle s'est tournée vers mon mari. Tu mérites mieux. Il a fixé le sol. Il n'a pas dit un mot. Je n'ai pas argumenté. J'ai signé les papiers du divorce et je suis partie. 5 ans plus tard, ils se sont présentés sans invitation à la grande ouverture de ma société. J'ai vu leur visage changer. J'ai vu mon ex-mari devenir pâle à cause de ce qu'ils ont vu. À cause du petit garçon dans mes bras. Ils n'avaient aucune idée de qui il était. Et au moment où ils ont compris, il était déjà trop tard. Je suis Solange. C'est l'histoire de la famille qui m'a rejetée et de ce que je ne savais pas que je portais le jour où je suis partie. Laissez-moi vous ramener à l'automne où tout a basculé. J'ai épousé Damien Lefebvre en juin 2010. J'avais 25 ans. Il était gentil d'une manière discrète qu'on confond facilement avec de la force. Il riait à mes blagues. Il tenait les portes. Quand il m'a demandé en mariage, il l'a fait dans le jardin de sa grand-mère, à genoux dans l'herbe mouillée. Et j'ai dit oui avant qu'il ait fini de demander. Sa famille avait un nom à Lyon. Pas célèbre, juste ancien. Les Lefebvre dirigeaient une entreprise de matériaux de construction depuis 3 générations, et mon beau-père, Gérald, portait cette histoire comme un manteau. Il ne l'enlevait jamais. Viviane, sa femme, s'occupait de tout le reste. Les dîners, les fêtes, les opinions. Il n'y avait pas une décision dans cette famille qu'elle ne touchait pas. J'avais une vie avant eux. J'avais passé 4 ans à restaurer des meubles dans un atelier de restauration, et j'adorais ça. L'odeur de l'huile de lin, le mordant du papier de verre fin, la façon dont une chaise morte pouvait reprendre vie sous mes mains. La semaine précédant le mariage, le propriétaire de l'atelier m'a offert de devenir associé. J'ai refusé. Viviane avait souri à l'idée que je travaille, de la même manière qu'on sourit au dessin d'un enfant. Les femmes Lefebvre n'ont pas besoin de travailler, ma chère. Elle a dit, vous avez une maison maintenant, alors j'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était l'amour. J'ai gardé une vieille chaise dans le garage et je l'ai retapissée seule le week-end, comme une petite chose que je n'étais pas prête à abandonner. Les 2 premières années, personne n'a mentionné les enfants. La 3e année, Viviane a commencé à laisser des brochures sur le comptoir, des cliniques de fertilité, des spécialistes. À la 5e année, chaque fête s'ouvrait avec la même phrase prononcée avant même que j'ai enlevé mon manteau. Des nouvelles ? Il n'y avait jamais de nouvelles. Nous avons vu des médecins, tous. J'ai appris un vocabulaire que je n'avais jamais voulu. Fenêtre d'ovulation, bilan hormonaux, motilité, inexpliquée. Ce dernier mot nous a suivis partout. Infertilité inexpliquée, aucune cause qu'il pouvait trouver, aucun coupable à désigner, juste une porte qui ne s'ouvrirait pas. Mois après mois, et un calendrier que Viviane semblait garder dans sa propre tête. J'ai appris à lire une pièce avant d'y entrer. J'ai appris quelles questions allaient venir et de qui. À Thanksgiving, Viviane asseyait les bébés des cousins au centre de la table où tout le monde pouvait les voir et disait une prière qui remerciait toujours Dieu pour les enfants qui font avancer cette famille. La chaise à côté de moi restait vide année après année. La même chaise. Il y a une photographie sur l'escalier Lefebvre. 4 générations. Noir et blanc en haut, couleur en bas. Gérald avait l'habitude de se tenir devant après le dîner, les mains dans les poches, la regardant comme un homme lisant les Écritures. Un nom ne survit que si quelqu'un le porte, a-t-il dit une fois. Pas à moi, juste à haute voix à la pièce. Damien l'a entendu aussi. Il n'a répondu qu'une seule fois. Une seule fois. Viviane a dit quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Nous étions seuls dans sa cuisine, tard. Un long silence s'est installé sur la vaisselle. Elle n'était pas cruelle cette nuit-là.
Elle était presque douce. Je sais ce que coûte un mariage sans enfant, a-t-elle dit. Je le sais mieux que quiconque dans cette maison. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a rouvert l'eau et n'a pas répondu. Je pensais qu'elle parlait de moi. Je n'avais aucune idée qu'elle parlait d'elle-même. Et Damien m'aimait. Je le crois toujours. Mais quelque part au cours de ces 10 années, je l'ai vu apprendre à détourner le regard. Chaque fois que sa mère commençait, sa main glissait de la mienne et revenait sur ses propres genoux. Petit, presque rien. J'ai essayé de lui en parler une fois. Nous étions en voiture, après un autre dîner où on m'avait posé la question 2 fois avant le dessert. Je lui ai dit que c'était de plus en plus difficile à supporter. Je lui ai demandé de lui dire quelque chose. Juste une fois. Il a gardé les yeux sur la route. Elle veut bien faire, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. C'est plus facile de ne pas en faire toute une histoire. Plus facile. C'était le mot qu'il utilisait toujours. Pas plus gentil, pas juste. Plus facile. J'ai commencé à disparaître de petites manières que je n'ai pas remarquées au début. Je voyais moins mes vieux amis de l'atelier parce que le calendrier de Viviane avait toujours quelque chose. J'ai arrêté de restaurer la chaise dans le garage parce que quel était l'intérêt d'un hobby dans une vie censée être consacrée à quelque chose de plus grand? Je suis devenue très douée pour la chose qu'il voulait que je sois. Agréable, décorative, patiente, et très silencieuse sur la femme que j'avais été. Je me suis dit que ce n'était qu'une saison. Je me suis dit que le bébé viendrait et que le reste se mettrait en place. Je me suis dit beaucoup de choses dans cette maison pendant ces années. La première fois que sa main a glissé, je me suis dit qu'il était fatigué. La 10e année, j'avais cessé de la chercher du tout. La pression n'est pas arrivée d'un coup. Elle est venue par petites coupures. L'année de mes 34 ans, la cousine de Damien a eu un bébé, un garçon. Viviane a organisé la fête prénatale à la maison et m'a demandé de l'aider à l'organiser. J'ai plié de minuscules grenouillères bleues pendant 3 heures et j'ai souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. À la fin, elle m'a glissé un sac cadeau dans les mains, des décorations restantes. Pour quand ce sera ton tour, a-t-elle dit, puis plus doucement, presque à elle-même. Si c'est ton tour. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans l'allée pendant 20 minutes avant de pouvoir entrer. Il y en a eu une centaine de ces moments. Un baptême de cousin où on m'a demandé de tenir le bébé pour m'entraîner. Un cabinet de médecin où le spécialiste, gentil mais direct, a de nouveau prononcé le mot inexpliqué. Et Viviane, qui avait insisté pour venir, a soupiré comme si c'était un verdict contre moi personnellement. Un Noël où elle a donné à chaque petit enfant un bas avec son nom brodé. Et il n'y avait pas de bas pour la chaise vide, et tout le monde a fait semblant de ne pas le remarquer. Il y a eu un rendez-vous que je n'oublierai jamais, une consultation sur les prochaines étapes dans un nouvel endroit. Viviane avait insisté pour nous conduire, puis avait insisté pour entrer. Elle s'est assise dans un coin, son sac sur les genoux, pendant qu'un médecin parlait de mon corps comme d'un problème à résoudre. Quand il a de nouveau prononcé le mot inexpliqué, elle a expiré lentement par le nez, comme on le fait quand quelqu'un vous a déçu exprès. N'y a-t-il rien d'autre que nous puissions essayer, a-t-elle dit. Nous, comme si c'était son corps sur la table. Damien était assis à côté de moi et étudiait ses propres phalanges. J'attendais qu'il le dise. Maman, s'il te plaît, laisse-nous faire cette partie seule. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Gérald a commencé à parler de l'entreprise différemment à ce moment-là. Succession, continuité. Qui porterait le nom Lefebvre à la prochaine génération? Au dîner, il regardait Damien, puis l'espace vide où un petit enfant aurait dû être, et laissait la phrase s'éteindre dans son vin. Un soir, j'ai trouvé un dossier sur la table de la cuisine. Planification successorale, document fiduciaire. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Les Lefebvre traçaient une carte de l'avenir, et je savais déjà que je n'y figurerais pas. C'est arrivé un dimanche de novembre 2020. Viviane a appelé et nous a demandé de venir dîner. Juste en famille. J'aurais dû le savoir à sa voix. Elle était trop calme.
Le genre de calme qui s'installe après qu'une décision a déjà été prise sans vous. Je savais que quelque chose allait arriver dans la voiture. Damien était silencieux pendant tout le trajet, trop silencieux. Je lui ai demandé 2 fois si tout allait bien, et les 2 fois il a dit que ça allait sans me regarder. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, il est resté assis un instant, les mains sur le volant, avant de couper le moteur. Nous étions assis à la longue table, Gérald en bout de table, Viviane à sa droite, Damien à côté de moi. Personne n'a touché la nourriture. Elle a posé sa fourchette. Elle a croisé les mains. Solange, a-t-elle dit, nous t'aimons. Tu le sais, mais il est temps d'être honnête. Je n'ai pas bougé. Notre fils mérite une vraie famille. Sa voix n'a pas tremblé. Pas une seule fois. Pas une femme qui ne peut pas lui en donner une. L'horloge au mur continuait de tourner. Puis elle s'est tournée vers Damien. Elle a posé sa main sur son bras, doucement, comme on touche quelqu'un à un enterrement. Tu mérites mieux, mon chéri, a-t-elle dit. Tu as encore le temps. Elle, non. Tout le monde a regardé Damien. C'était le moment. Le seul qui comptait en 10 ans. Tout ce qu'il avait à faire était de dire un mot. Mon nom même, juste mon nom. Il a regardé le sol. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas cherché ma main. Il n'a pas dit à sa mère qu'elle était allée trop loin. Il a fixé le grain du bois comme s'il allait se fissurer et l'emmener ailleurs. J'ai appris quelque chose à cette table. Vous pouvez aimer quelqu'un et le trahir quand même. Il suffit de rester très, très silencieux pendant que cela arrive. Gérald s'est raclé la gorge et a regardé sa montre comme il le faisait quand une conversation devenait inconfortable. Nous avons pris la liberté, a-t-il dit, de parler à quelqu'un des arrangements. C'est plus propre ainsi pour tout le monde. Ils avaient déjà appelé un avocat. Avant de m'inviter à dîner, ils avaient appelé un avocat. Je n'ai pas pleuré. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas élevé la voix. Je suis restée assise, les mains croisées sur les genoux, exactement comme elle, et j'ai senti quelque chose se fermer en moi, une porte se refermer doucement. D'accord, ai-je dit, c'était tout. D'accord. Je me suis levée. J'ai remercié Viviane pour un dîner que je n'avais pas mangé. J'ai pris mon manteau. Damien m'a raccompagnée à la porte et est resté là, la bouche entr'ouverte, comme si une phrase en lui ne trouvait pas son chemin. Solange, a-t-il commencé. Non, ai-je dit, pas en colère, juste fini. Je suis rentrée seule en voiture. Damien est rentré avec ses parents. Laissez cela vous imprégner un instant. La nuit où son mariage a pris fin, mon mari est rentré chez lui avec les personnes qui y avaient mis fin. 3 jours plus tard, une carte est arrivée par la poste. Enveloppe couleur crème. L'écriture de Viviane, cette écriture soignée et inclinée qu'elle utilisait pour tout. À l'intérieur, pas de salutation, pas de signature, une seule phrase. Une déception stérile ne devrait pas prolonger ce qui est déjà terminé. Laissez-le partir avec grâce. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai relu. Puis j'ai fait quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai mise dans une boîte à chaussures dans mon placard, sous une paire de bottes que je ne portais jamais. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Je savais juste qu'un jour j'en aurais besoin. L'avocate qu'une amie m'a recommandée s'appelait Béatrice Laurent. Yeux vifs, carré gris. Pas de patience pour les bêtises. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle n'a pas halté et elle n'a pas pris ma main. Elle a glissé un bloc-notes juridique sur le bureau à la place. Gardez tout, a-t-elle dit. Chaque SMS, chaque carte, chaque date. Vous me remercierez plus tard. Le règlement était simple. Les Lefebvre voulaient que je parte, et ils voulaient que ce soit propre. Gérald a fait un chèque pour s'en assurer, comme pour fermer un compte. J'ai signé dans le bureau de Béatrice par un après-midi gris. Le stylo s'est arrêté à mi-chemin de la page. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout cela. Le jardin, la demande en mariage, 10 ans. Puis j'ai terminé mon nom. J'ai déménagé avant Noël. Et puis tout a changé.
Le divorce a été prononcé au printemps suivant, en avril. Je me souviens de la nuit où les papiers sont arrivés à cause du silence de l'appartement. Une chambre, des murs beiges, des cartons que je n'avais pas déballés parce que déballer rendrait tout réel. Je me suis assise par terre au milieu de la pièce et je ne me suis pas levée pendant longtemps. J'avais 36 ans. Sans mari, sans carrière, sans enfant. Un nom qui n'était plus le mien. Je suis redevenue Solange Dubois comme on retourne dans une maison après un incendie. Reconnaissant les pièces, pas l'odeur. Les premières semaines seules ont été un étrange silence. Pas de questions à la porte, pas de calendrier dans la tête de quelqu'un d'autre. Je me réveillais à 3 heures du matin par habitude, prête pour un conflit qui ne viendrait pas, et je restais allongée à écouter le radiateur tic-tac. J'ai pris des quarts de travail partout où je pouvais ces premières semaines. Quelques jours dans une quincaillerie, un week-end à aider une amie à préparer des maisons à vendre. Tout pour joindre les deux bouts pendant que je découvrais qui j'étais sans un Lefebvre devant mon nom. J'ai vendu ma bague de mariage à un bijoutier du centre-ville. Il a offert un prix équitable et n'a pas posé de questions. Et j'ai utilisé l'argent pour le premier mois de loyer d'un endroit qui était à moi, sans la permission de personne. C'était la période la plus solitaire que j'ai jamais vécue. C'était aussi, étrangement, la première fois depuis des années que je pouvais m'entendre penser. Mais quelque chose n'allait pas avec mon corps, et je m'étais dit que c'était le stress. J'étais fatiguée d'une manière que le sommeil ne corrigeait pas. Les odeurs me tournaient l'estomac. Le café surtout, dont j'avais vécu pendant une décennie. Mon amie Diane l'a remarqué avant moi. Diane et moi avions travaillé ensemble à l'atelier de restauration des années auparavant, et elle était restée dans ma vie alors que la plupart des gens s'étaient éloignés. Elle m'a vu repousser une tasse pleine un matin, a posé la sienne et a dit clairement, « Solange, quand as-tu eu tes dernières règles ?» Je n'ai pas répondu. Je ne me souvenais pas. J'ai acheté le test dans une pharmacie 2 villes plus loin où personne ne connaissait mon visage. Je ne pouvais pas me résoudre à le faire à la maison. Alors, je l'ai fait dans la salle de bain d'une clinique parce que je ne me faisais pas confiance pour être seule dans cet appartement quand je verrais le résultat. 2 lignes. Je suis restée assise sur le bord du lavabo pendant longtemps. Après 10 ans à m'entendre dire que j'étais la raison, après 10 ans d'inexpliqué, après qu'il m'ait regardé dans les yeux et m'ait traité de femme incapable, j'étais enceinte. Je veux être honnête à propos de ce moment car ce n'était pas seulement de la joie, c'était de la joie et du chagrin tellement emmêlés que je ne pouvais pas les séparer. L'enfant qu'ils avaient dit que je ne leur donnerais jamais était là. Et l'homme qui aurait dû me tenir la main avait regardé un sol et laissé sa mère me renvoyer. Je n'ai appelé personne ce jour-là, pas même Diane. Cette nuit-là, j'ai fait défiler le nom de Damien. Mon pouce a hésité. J'ai pensé à ce qui se passerait si je leur disais, et je savais exactement ce qui se passerait. Viviane voudrait ce bébé plus qu'elle ne m'avait jamais voulu. Il y aurait des avocats, ceux qu'ils pouvaient se permettre, et moi non. Il y aurait des dîners du dimanche et des visites des grands-parents et une vie entière à rester dans cette maison sous cet escalier pendant qu'ils décideraient comment mon enfant porterait leur nom. Ils m'avaient déjà montré ce qu'ils faisaient avec les gens qui ne produisaient pas. Je n'allais pas leur donner un enfant à élever de la même manière. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai posé face contre terre sur la table de chevet. J'ai porté cela seul pendant près de 2 semaines. Je restais éveillée, une main sur mon ventre, à faire des calculs, terrifiée et émerveillée à la fois. Finalement, j'ai dit à Diane, autour d'un café que je ne pouvais toujours pas boire. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a tendu la main sur la table et a pris mes 2 mains. « Tu le gardes ?» a-t-elle demandé. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà dit « il ». Oui. C'était la première fois que je le disais à voix haute et c'est sorti d'une voix ferme. « Alors tu ne le feras pas seule ?» a-t-elle dit. « Tu le feras avec moi. » Et elle le pensait. Elle était assise sur la chaise où Damien aurait dû être à chaque rendez-vous après cela. Je suis allée au bureau de Béatrice la semaine suivante et je lui ai dit. Elle ne m'a pas félicitée. Elle a posé des questions, des dates, le calendrier du décret, quand la conception avait probablement eu lieu. Elle a tout noté, et à la fin, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Le nom de qui figurera sur le certificat de naissance ?
Le mien, ai-je dit. Seulement le mien. Elle a hoché la tête lentement. Alors garde cette boîte à chaussures, a-t-elle dit. Et commence un dossier, la carte, le règlement, le décret, les dossiers médicaux, les dates sur chaque chose. Mets-le quelque part en sécurité et n'y touche pas. Pourquoi? Parce que les gens qui jettent quelque chose, a-t-elle dit, ont l'habitude de le vouloir en retour dès qu'il a de la valeur. Quand ce jour viendra, tu n'argumenteras pas avec eux. Tu ouvriras juste le dossier et tu laisseras les papiers parler. Je l'ai gardé au fond de mon placard. À côté des bottes, à côté de la carte. J'ai fait un choix ce printemps, et je ne l'ai jamais regretté une seule fois. Même les nuits où cela m'a presque brisé. Avant de vous dire comment se sont passées les 5 années suivantes, je veux votre avis. Que pensez-vous qu'il s'est passé le jour où cette famille a enfin appris la vérité? Dites-le moi ci-dessous. Je vous promets que presque personne ne trouve la bonne réponse. Mon fils est né le 22 juillet. J'étais seule en salle d'accouchement, à l'exception de Diane qui me tenait la main et me racontait des blagues dont je ne me souviens plus entre les contractions. Il y avait une chaise près du lit pour un partenaire. Elle est restée vide tout le temps et je me suis forcée à ne plus la regarder. Quand ils l'ont posée sur ma poitrine, l'infirmière a souri et a dit « C'est un garçon ». Je l'ai nommé Élie. Personne dans la famille Lefebvre ne savait qu'il existait. Ni Damien, ni Gérald, ni Viviane, assises dans cette grande maison sous ces 4 générations de photographies, se demandant encore ce qui ferait avancer le nom. Le nom, Erin et Pierre, allait de l'avant. Je ne vais pas romantiser ce qui a suivi. La première année a failli m'achever. J'avais un nouveau-né et un compte courant qui frôlait le zéro. L'argent du règlement est parti vite. Premier mois, dernier mois, dépôt de garantie, une voiture d'occasion, un berceau, le genre de facture qui arrive que vous ayez dormi ou non. J'ai scotché les pires au réfrigérateur pour ne pas faire semblant qu'elle n'était pas là. J'avais besoin d'argent et j'avais besoin d'un travail que je pouvais faire avec un bébé sur la hanche. Alors, je suis retournée à la seule chose pour laquelle j'avais toujours été douée. J'ai commencé avec une commode que quelqu'un avait laissée sur un trottoir. Chêne massif, bonne base, finition ruinée. Je l'ai traîné à l'étage, l'ai décapé sur une bâche sur le parking, et j'y ai travaillé la nuit après qu'Ellie se soit couchée. Huile de lin à nouveau, papier de verre, l'odeur de mon ancienne vie qui revenait par mes mains. Je l'ai vendu sur une application de marché pour 110 €. J'ai pleuré quand l'acheteur est parti avec, non pas parce que la commode me manquait, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais fait quelque chose. Quelqu'un le voulait, et l'argent était à moi. Personne ne me l'avait donné. Personne ne pouvait me le reprendre à la table du dîner. Diane vendait des bougies et de la poterie à un marché aux puces le week-end de l'autre côté de la rivière. Elle m'a obtenu une demi-table à côté de la sienne. Je chargeais la voiture à 5 heures du matin, attachais Ellie dans son siège et installais une table pliante de tables d'appoint restaurées et de petites étagères avant le lever du soleil. 30 €, c'est 30 €, a dit Diane le premier matin, me regardant hésiter sur une étiquette de prix. Demande ce que ça vaut, Solange. Une femme a acheté une table de chevet restaurée ce premier jour et s'est arrêtée devant la poussette. Il ressemble tellement à son papa, a-t-elle dit en souriant à Ellie. J'ai souri en retour et j'ai dit « Merci », et j'ai senti ma poitrine se serrer parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de dire. J'ai regardé mon fils, la forme de son front, le trait de sa mâchoire. Même si jeune, il avait un visage que je reconnaissais d'un escalier dans une maison où je n'entrerai plus jamais. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ajusté sa couverture et j'ai rendu la monnaie au client suivant. Au fur et à mesure qu'il grandissait, la ressemblance ne faisait que s'accentuer. Le front Lefebvre, le trait particulier de la mâchoire que j'avais vu sur une centaine de photographies encadrées dans cet escalier. Des étrangers le mentionnaient constamment, gentiment, sans avoir aucune idée de ce qu'il me donnait. Il ressemble tellement à son père. Je souriais et acquiesçais parce que c'était vrai. Et parce que l'homme dont c'était vrai n'avait aucune idée qu'il était en vie. Les marchés étaient brutaux et honnêtes. Certains samedis, je gagnais 40 €. Certains, j'en gagnais 400. J'ai appris à lire ce que les gens cherchaient.
J'ai appris qu'une pièce propre, simple, avec une finition honnête, se vendrait toujours mieux qu'une chose trop travaillée. J'ai appris à allaiter un bébé sur une chaise pliante derrière une table et à donner un prix en même temps sans manquer l'un ou l'autre. Il y avait un homme nommé Walter qui venait la plupart des samedis. Retraité, aux yeux vifs, un peu solitaire. Il n'achetait pas grand-chose. Une petite étagère, un tabouret, un cadre réparé, mais il restait à parler pendant qu'Ellie faisait la sieste sous la table. Et un matin froid où je n'avais rien vendu à midi, il a acheté une table d'appoint dont il n'avait manifestement pas besoin. Ma défunte femme aurait aimé le travail honnête, a-t-il dit en comptant lentement les billets. Ne renoncez pas avant que cette vie ne vous rattrape. Je n'ai pas renoncé. Les pires matins, je pensais à Walter disant cela, et j'installais la table quand même. À la fin de cette première année, j'avais des habitués. Des gens qui revenaient demander ce que j'avais d'autre. L'un d'eux a posé la question qui a tout déclenché. Faites-vous du sur-mesure? J'ai un ensemble de salles à manger que je veux assortir. J'ai dit oui avant de savoir comment. Puis j'ai trouvé comment. J'ai commencé à brûler une marque au bas de chaque pièce que je fabriquais. Un petit R1, et en dessous, une pierre. R1 pour la petite chose qui chante quand même. Pierre pour la chose qui ne bouge pas, peu importe qui la pousse. R1 et Pierre. C'était un nom et une marque gravés à la main et une demi-table à un marché aux puces avec un bébé endormi en dessous. La route devant était longue et escarpée, et je la parcourais seule avec mon fils attaché dans mon dos. Le premier véritable atelier était une unité qui fuyait dans une ancienne filature textile. Froid en hiver, un four en été, un loyer que je pouvais à peine couvrir. J'ai signé le bail les mains tremblantes et Ellie endormie dans le porte-bébé contre ma poitrine. Le propriétaire a regardé le bébé, m'a regardé et a demandé si j'avais un partenaire qui cosignerait. Non, ai-je dit. C'est juste moi. Il a quand même signé. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'échoue. La plupart des gens le pensaient. Pendant un certain temps, cela a presque marché. Puis cela a presque échoué. J'avais décroché ce qui ressemblait à une énorme commande. Un restaurant en plein aménagement dans le centre-ville. 12 tables et un long comptoir de bar. Le plus gros travail que j'ai jamais devisé de loin. J'ai acheté le bois à crédit. J'ai travaillé la nuit avec un babyphone sur l'établi. Étage 3 semaines plus tard, le propriétaire a envoyé un email, désolé, les investisseurs se sont retirés. Nous mettons le projet en pause indéfiniment. Ne pouvons pas prendre livraison. Pas de contrat signé qui tiendrait. Pas de dépôt que je pouvais récupérer. Le bois était à moi, et la dette aussi. Je me suis assise dans cet atelier froid avec une calculatrice et j'ai fait les comptes, et les chiffres ne fonctionnaient pas. J'étais à près de 30 000 € de déficit avec un bambin, sans partenaire et sans famille à appeler. Il y avait une famille que j'aurais pu appeler. Je veux que vous sachiez à quel point la situation était grave parce que c'est la partie que les gens sautent quand ils racontent ces histoires. Il y a eu une nuit cet hiver-là où Ellie a eu une forte fièvre et ne cessait de pleurer. Et j'étais tellement fatiguée que la pièce chancelait quand je me levais. Je me suis assise sur le sol de l'atelier, le dos contre une pile de bois invendue et mon téléphone à la main. L'ancien numéro de Viviane y était toujours enregistré. J'y ai pensé. J'ai pensé à la facilité que ce serait. Le mot que Damien utilisait, plus facile. Comment ils avaient de l'argent, comment ils avaient un nom, comment ils nous prendraient et prendraient le contrôle de mon fils et je passerais le reste de ma vie reconnaissante et insignifiante dans cette maison. J'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai conduit mon fils aux urgences à minuit. J'ai payé la facture avec une carte que je n'aurais pas dû utiliser, et je l'ai bercé dans la salle d'attente jusqu'à ce que la fièvre tombe. Et le lendemain matin, je me suis levée et je suis retournée au travail parce qu'avancer était la seule direction qui restait. C'était le plus près que j'ai jamais été de revenir. Je veux être honnête à ce sujet. Ce n'est pas la fierté qui m'a arrêtée. La fierté est un luxe à minuit avec un bébé malade. C'était quelque chose de plus froid et de plus clair. Je savais que si je les appelais, ils ne me sauveraient pas. Ils m'absorberaient.
Il prendrait la seule chose que j'ai jamais faite qui était entièrement à moi et l'élèverait dans cette maison sous cet escalier pour en faire le genre d'homme qui apprend à regarder le sol. Je préférerais me noyer dans cette froide filature que de leur donner mon fils. Alors, je n'ai pas appelé. Je n'ai jamais appelé. Ce qui m'a sauvé n'a pas été un miracle. Ce fut un coup de téléphone, puis une année sans dormir. Un hôtel-boutique rénovait son centre-ville. Leur designer avait vu l'une de mes pièces chez un client et m'avait retrouvée grâce au marché aux puces. Elle est venue à l'atelier, chaussée de talons qui n'avaient rien à faire sur ce sol, et a parcouru l'espace lentement, passant ses doigts sur un plateau de table. J'ai besoin de meubles de rangement sur mesure pour 30 chambres, a-t-elle dit. Des têtes de lit, des bureaux et un comptoir de réception qui est la première chose que chaque client voit en entrant. C'était la commande qui allait sauver Erin et Pierre, ou l'achever. Il n'y avait pas de juste milieu. Quand pouvez-vous livrer, a-t-elle demandé. Le calendrier était brutal. Le volume était plus que ce que je pouvais physiquement faire seul, et je le savais en étant là. J'ai dit oui quand même, parce que non, c'était la fin de tout ce que j'avais construit. Les meubles de rangement seuls représentaient plus que ce que j'avais jamais tenté. 30 chambres de tête de lit et de bureau, chacun fait à la main. Je commençais avant l'aube et travaillais longtemps après le coucher d'Ellie, le babyphone crépitant sur l'établi. Je faisais des erreurs que je ne pouvais pas me permettre, les défaisais et les refaisais. Certaines nuits, je ponçais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal à travers les gants. Il y a eu un moment ce mois-là où je n'ai sincèrement pas pensé que je survivrais. J'avais sous-estimé le coût de la main-d'œuvre, comme on le fait quand on est désespéré, donc chaque heure perdue était de l'argent que j'avais déjà dépensé. J'ai traîné un lit de camp dans le coin pour ne pas avoir à choisir entre le sommeil et le travail. La plupart des nuits, je choisissais le travail. J'ai arrêté de faire les marchés. J'ai vendu le bois du restaurant à perte pour acheter ce dont l'hôtel avait besoin. Un blog de design a fait un petit article. Une photo de mes mains. La marque, Erin et Pierre. 3 phrases sur une mère célibataire fabriquant des meubles dans une vieille usine. Les emails ont commencé à affluer. Un filet puis un flux. Mais la date limite de l'hôtel pesait sur ma poitrine comme une pierre, et la vérité était simple et inévitable. Je pouvais construire les meubles de rangement. Je ne pouvais pas faire la menuiserie fine de ce comptoir de réception, les queues d'aronde, la marqueterie, une finition qui devait être impeccable sous les projecteurs, et le faire si vite seul avec un bambin. J'avais besoin d'un véritable menuisier, quelqu'un qui pourrait faire les parties que je ne pouvais pas faire et les faire parfaitement dans un délai qui effrayait tous ceux à qui j'avais demandé. J'ai demandé autour des dépôts de bois. Le 3e que j'ai essayé, un vieil homme derrière le comptoir a glissé une carte de visite sans trop d'explications. Théo Fournier, a-t-il dit, travaille sur mesure. Il est lent à rappeler. Il en vaut la peine. J'ai failli abandonner 100 fois cette année-là. Puis j'ai appelé le numéro sur cette carte. Il est venu à l'atelier un mardi, veste en toile usée, sueur dans les plis de ses mains comme si elle y vivait, plus âgé que moi, avec un calme qui remplissait une pièce au lieu de la vider. Il a parcouru l'espace sans parler, a passé sa paume sur un plateau de table que j'avais fini, comme on vérifie la solidité d'un cheval. Puis il s'est accroupi sur les dessins de l'hôtel étalés sur le sol et est resté silencieux pendant longtemps. Ce délai est serré, a-t-il dit finalement. Je sais. Nous devrons être intelligents sur l'ordre des opérations. Pas, nous verrons. Pas, je ne sais pas si je peux. Juste, nous, comme si c'était déjà réglé entre nous. Il a ramassé un morceau de noyer, l'a tourné à la lumière de la fenêtre sale, l'a reposé. Mesure 2 fois, a-t-il dit. Coupe 1 fois. Tout le reste n'est que patience. C'était un veuf. Je l'ai appris lentement. Comme on apprend n'importe quelle vérité sur Théo par morceaux entre le travail. Sa femme, Claire, était décédée d'un cancer 6 ans auparavant. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il ne l'a pas dit pour la sympathie. Il l'a dit une fois simplement, comme j'avais appris à raconter ma propre histoire, puis il est retourné marquer une planche. Nous avons travaillé côte à côte pendant des mois sur cette commande d'hôtel. De longues nuits, un chauffage d'appoint entre nous et un thermos de mauvais café.
et voici ce que j'ai remarqué. Ce qui m'a rendue nerveuse, parce que je m'étais promis de ne plus jamais être nerveuse à propos d'un homme. Il était bon avec Ellie sans essayer de l'être. Il n'a pas joué la comédie. Il ne s'est pas agenouillé avec un grand spectacle d'être formidable avec les enfants. Il a parlé à mon fils comme à une personne. Quand le tricycle d'Ellie a fait dérailler sa chaîne, Théo l'avait réparé avant que je ne remarque qu'il était cassé. De la graisse sur les mains. Mon garçon accroupi à côté de lui, observant chaque mouvement comme de la magie. J'ai quand même construit un mur. J'avais appris ce qui se passe quand on laisse quelqu'un entrer et qu'on a ensuite besoin qu'il nous défende. Je suis resté professionnel. Je suis resté mesuré. Quand la commande de l'hôtel a été expédiée et que la designer a pleuré en voyant comment le comptoir de réception captait la lumière, Théo a juste hoché la tête une fois et a commencé à balayer. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Ça ne l'a pas été. Il a continué à trouver des raisons de venir. Un gabarit qu'il avait construit et qui pourrait m'aider, une source pour de meilleures quincailleries. Il y entendait le camion et courait à la fenêtre. Un dimanche, il a demandé si nous voulions aller à la côte. Juste nous trois. J'ai presque dit non. J'avais une liste de raisons prête, comme toujours. Ellie a répondu avant moi, enfilant déjà ses chaussures. Nous avons marché sur une plage froide et Théo a appris à mon fils à faire des ricochets, s'accroupissant pour lui montrer le coup de poignet. Choisis le plat, a-t-il dit. Mesure l'eau. Ne force pas. Ellie en a lancé une douzaine qui ont juste coulé, et Théo a loué chacun comme s'il avait traversé la baie. Sur le chemin du retour, Ellie s'est endormie à l'arrière. Et Théo et moi n'avons pas dit grand-chose. Nous n'en avions pas besoin. Quelque part sur cette autoroute, je me suis surprise à ne pas me préparer à quoi que ce soit. Cela m'a effrayée à quel point cela ne m'effrayait pas. Un soir, nous nettoyions tard et Ellie s'était endormie sur une bâche dans un coin. Théo lui a fait un signe de tête. C'est un bon gamin, a-t-il dit. Calme, il observe tout. Ne manque pas grand-chose. Son père n'est pas dans le tableau, ai-je dit. D'un ton neutre. Un fait pour fermer une porte. Théo n'a pas insisté. Il a essuyé un ciseau et l'a remis à sa place. Perdre quelqu'un vous apprend qu'il vaut la peine de rester, a-t-il dit. Il ne parlait pas de moi. Il parlait de Claire. Mais cela a atterri quelque part en moi quand même. Et y est resté. Il m'a fallu près d'un an pour lui dire la vérité. Nous étions ensemble à ce moment-là, d'une manière prudente et lente qui m'effrayait. Des dîners, une brosse à dents chez moi. Ellie demandant les soirs où Théo n'était pas là quand il viendrait. Et je savais que je ne pouvais pas laisser les choses aller plus loin sans qu'il sache tout, toute l'étendue de la situation. Alors un soir, après qu'Ellie se soit endormie, je me suis assise en face de lui à ma table de cuisine et je lui ai raconté. Je lui ai raconté les 10 ans, les dîners, la chaise vide. La nuit où Viviane a dit que son fils méritait une vraie famille. Le sol que Damien a fixé au lieu de me regarder. Je lui ai dit que j'étais enceinte quand j'ai signé ces papiers, et que le petit garçon endormi au bout du couloir était le petit enfant que cette famille avait prié d'avoir et qu'elle n'a jamais su qu'elle avait perdu. Que son père était l'homme qui n'avait jamais prononcé mon nom. Je m'y suis préparée, au mouvement de recul. Le lent recalcul que les hommes font quand une histoire devient trop lourde, la partie où ils se souviennent d'un autre endroit où ils doivent être. Il est resté silencieux un instant. Puis il a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Il ne l'a pas retirée. Il ne l'a pas retirée. Ce petit garçon a besoin de quelqu'un qui reste, a-t-il dit. Je peux le faire. C'était tout. Pas de conditions, pas de questions sur le sang d'un autre homme. Pas de recul face à l'ampleur de la situation. Pour la première fois de ma vie, je me suis laissée être celle qui a été choisie. Nous sommes devenus une famille d'une manière discrète et officieuse qui compte plus que toutes les manières bruyantes. Théo a appris à Ellie à poncer dans le sens du grain, sa grande main sur la petite de mon fils. Ellie l'appelait par la porte arrière dès qu'il entendait le camion arriver. Nous n'avons pas mis d'étiquette dessus pendant longtemps. Nous n'en avions pas besoin.
Il a d'abord déplacé quelques outils dans mon atelier, c'est ainsi qu'un homme comme Théo dit quelque chose de sérieux. Puis un tiroir chez moi. Puis il était juste là, réparant la lucarne, lisant à Ellie le même livre de dinosaures jusqu'à ce que nous trois le mémorisions, debout devant la cuisinière le dimanche matin comme s'il avait toujours été là. J'attendais toujours le piège, le jour où il se souviendrait qu'Ellie n'était pas son fils et déciderait que cela importait. Cela n'est jamais venu. Les seules choses qui semblaient jamais importer à Théo étaient le bonheur de mon fils et si j'étais dans cet ordre chaque jour. Mais les Lefebvre ne savaient rien de tout cela. Pas encore. Le magasin phare était le rêve que je ne m'étais presque pas permis d'avoir. Après 3 ans de croissance que je n'aurais jamais cru possible. Sorti de l'usine qui fuyait pour un petit magasin, puis un partenariat de vente au détail. Puis une liste d'attente de personnes qui voulaient une pièce avec l'airain et la pierre gravée au fond. J'ai signé un bail pour un espace d'angle au centre-ville. Grande fenêtre, vieille brique, de la place pour un showroom à l'avant et un véritable atelier à l'arrière où les clients pouvaient voir le travail se faire réellement. Théo a construit les luminaires lui-même. Le long comptoir d'exposition était en noyer fini par nos 2 mains avec un airain et une pierre discrètement gravée sous le dessous où personne ne les verrait. Des heures. Une blague privée entre nous deux dans le bois. Puis un magazine de design à appeler, un vrai, avec un nom que les gens connaissaient. Il voulait un article complet. Un photographe a passé une journée entière à photographier l'espace. Les pièces, moi sur l'établi avec Ellie perchée sur un tabouret me tendant des pinces. Le titre de l'article appelait « Airain et pierre, le retour inattendu ». Il affichait mon nom en grands caractères. Et en bas, il annonçait la date de l'inauguration, avril, un samedi. J'aurais dû savoir qu'une telle chose voyage plus loin qu'on ne le pense. Elle est parvenue aux Lefebvre par l'intermédiaire d'un contact professionnel de Gérald, quelqu'un des mêmes cercles qui a glissé le magazine sur une table de déjeuner et a demandé « N'est-ce pas l'ancienne femme de votre fils ?» J'ai reconstitué le reste plus tard grâce à des personnes qui étaient là. Comment Viviane a lu l'article 2 fois. Comment la photographie du nouveau showroom lumineux et les mots « le retour inattendu » lui ont fait quelque chose qui n'était pas de la chaleur, quelque chose de plus proche de l'appétit. Le nom Lefebvre avait passé 3 générations à s'attacher au succès dans cette ville. Et voici le succès avec un visage qu'elle reconnaissait. C'est la fille Lefebvre, a-t-elle dit. Elle a plié le magazine très soigneusement comme elle pliait tout. Nous devrions être là. La famille soutient la famille. Gérald, d'après les récits que j'ai entendus plus tard, n'était pas sûr. La compagnie s'était adoucie au fil des ans, moins de contrats, une industrie qui avançait sans elle, et il avait moins d'appétit pour une scène publique qu'avant. Il lui a dit de laisser tomber. Elle n'a pas laissé tomber. Viviane avait passé 40 ans à décider ce que la famille faisait et ne faisait pas. Et une histoire de succès avec la connexion Lefebvre, avec des caméras autour, n'était pas une chose qu'elle pouvait laisser appartenir à quelqu'un d'autre. Si notre nom doit y figurer, aurait-elle dit, alors nous serons dans la pièce. Alors ils sont venus et ils ont amené Damien parce que Damien allait là où on lui disait. Elle m'avait chassé de la famille pour être stérile. Maintenant qu'il y avait des caméras, j'étais de nouveau de la famille. Et Damien, la vie de Damien n'était pas devenue la vraie famille que sa mère lui avait promise. Il s'était remarié 2 ans après le divorce, une femme nommée Sophie. Et le mariage était devenu froid et silencieux presque dès le début. Pas d'enfant. Ce printemps-là, les gens qui les connaissaient disaient que lui et Sophie étaient à peine dans les mêmes pièces. Il passait ses journées dans l'entreprise de son père et ses soirées quelque part loin derrière ses propres yeux. Il ne savait rien de l'article. Il ne savait pas que quelque chose allait arriver. Sa mère lui a dit qu'ils allaient soutenir un vieil ami. Et il est monté dans la voiture parce que monter dans la voiture quand sa mère lui disait de le faire était la seule chose que Damien avait toujours été capable de faire. Je savais que quelque chose pouvait arriver à cause de la presse. La semaine précédant l'ouverture, j'ai pris la boîte à chaussures de l'étagère du placard. La carte couleur crème était toujours à l'intérieur, l'encre un peu estompée par l'âge. Je l'ai glissée dans le dossier que Béatrice m'avait fait garder toutes ces années auparavant. La carte, le règlement, le décret datant de ce printemps, 5 ans auparavant. Le certificat de naissance d'Élie datant de 3 mois après.
Tout était en ordre comme elle me l'avait appris pour que les papiers puissent parler pour moi si jamais il le fallait. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'ai failli la laisser à la maison. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis dans mon sac quand même. Juste au cas où, ai-je dit à voix haute à personne d'autre que le placard. La veille de l'ouverture, Théo m'a trouvée assise à la table de la cuisine, le dossier devant moi, non ouvert. Il n'a pas demandé ce que c'était. Il s'est juste assis en face de moi. Tu penses qu'ils viendront, a-t-il dit, pas une question. Je ne sais pas. Peut-être. Les articles sont partout. Il a hoché la tête lentement. Il a tendu la main et a fermé doucement le dossier et a posé sa main à plat dessus. Alors ils viennent, a-t-il dit. Et nous serons là, tous les trois. Il ne l'a pas dit comme une menace. Il l'a dit comme un fait sur la météo. C'était le calme que j'avais ressenti depuis des jours. Ils étaient sur le point de se heurter de plein fouet à la seule chose qu'ils avaient jetée. L'inauguration a eu lieu un samedi ensoleillé d'avril. À 14 heures, le showroom était plein. Près de 150 personnes circulaient dans l'espace. Des clients de la liste d'attente, la designer de l'hôtel, 2 journalistes, le photographe du magazine, des fournisseurs de bois, des voisins, et les habitués des jours de marché aux puces qui m'avaient vu construire tout cela à partir d'une table pliante et d'un bébé endormi. Diane tenait la table des boissons et donnait des ordres à tout le monde avec bonheur. Béatrice se tenait près du comptoir dans un bon blazer parce qu'au fil des années, mon avocate de divorce était discrètement devenue mon amie et elle n'aurait manqué cela pour rien au monde. Théo était dans l'atelier à l'arrière avec Ellie où c'était plus calme, laissant notre fils lui donner des serre-joints et se sentir important. Je pouvais les entendre à travers l'embrasure de la porte, le murmure bas de la voix de Théo, le rire d'Ellie. J'ai coupé le ruban à l'entrée. Les gens ont applaudi. Pendant une minute parfaite, je me suis tenue au milieu de la chose que j'avais construite avec du chagrin, de la sueur et de l'entêtement, et je me suis laissé ressentir tout cela pleinement. Diane m'a trouvé près du comptoir et m'a glissé un verre de quelque chose de pétillant dans la main. Il y a 5 ans, tu pleurais pour une commode à 100 €, a-t-elle dit. Regarde cette pièce. J'ai regardé. Un vieil habitué du marché a croisé mon regard de l'autre bout de la pièce et a juste hoché la tête. Lentement. Comme on hoche la tête à quelqu'un qui a réussi. Théo s'est penché un instant dans l'embrasure de la porte de l'atelier, Ellie sur ses épaules, et m'a offert un petit sourire privé avant de se pencher à nouveau pour occuper notre fils. J'ai pensé pendant une minute que rien ne pouvait gâcher cela. J'avais gagné cette minute. Je n'ai juste pas eu le droit de la garder. Puis 3 personnes sont entrées qui n'avaient rien à faire là. Je les ai reconnus avant que mon esprit ne réagisse. La façon dont Viviane portait ses épaules, la coupe du manteau de Gérald, et Damien, un demi-pas derrière ses parents, ressemblant à un homme qui avait été amené quelque part contre sa propre volonté et qui ne se souvenait pas d'avoir accepté. La pièce ne les connaissait pas. Pour tout le monde, c'étaient 3 autres invités bien habillés. Pour moi, c'était la table du dîner, la chaise vide, la carte pliée dans mon sac. Viviane m'a trouvé du regard et s'est illuminée. Elle a traversé la pièce les 2 mains tendues. Sa voix portait. Solange, regardez-vous. Regardez tout cela. Nous sommes si fiers de vous. Quelques têtes se sont tournées à cause de la chaleur de ses paroles. Un journaliste a jeté un coup d'œil. Nous avons toujours su que vous aviez ça en vous, a poursuivi Viviane, assez fort pour que le groupe d'invités le plus proche l'entende. Quel dommage que les choses aient mal tourné entre vous et Damien. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais la famille, c'est la famille, et nous devions absolument venir vous soutenir en ce grand jour. J'ai posé le verre que je tenais. C'est une version généreuse des faits, ai-je dit. Ma voix était égale. J'avais pratiqué la voix égale pendant 5 ans. Voudriez-vous entendre ce que vous avez réellement dit? La dernière fois que nous étions tous dans la même pièce? Son sourire est resté, mais quelque chose derrière lui a changé. Solange, ce n'est vraiment pas le. Vous avez dit que votre fils méritait une vraie famille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les personnes les plus proches de nous avaient arrêté leur propre conversation.
Pas une femme qui ne pouvait pas lui en donner une. Et puis 3 jours plus tard, vous m'avez envoyé une carte. Je l'ai toujours. La couleur est montée au visage de Gérald. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis à sa montre. Ce vieux réflexe. Viviane a ri. Légèrement et un peu sèchement. Oh, ma chérie. Le chagrin déforme la mémoire. Tu souffrais à l'époque. Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Nous n'avons jamais voulu que le meilleur pour tout le monde. Pour toi aussi. Le meilleur, ai-je répété. Bien sûr. Elle a tendu la main vers mon bras, baissant la voix, changeant de tactique. Ne lavons pas notre linge sale devant tous vos invités. Nous sommes venus ici pour vous célébrer. Profitons simplement de la journée. Et juste à ce moment-là, derrière moi, la porte de l'atelier s'est ouverte et une petite voix a percé net le silence de toute la pièce. Maman, Théo dit que je peux utiliser le petit marteau. Ellie est arrivée en courant, de la sueur sur les genoux, souriant jusqu'aux oreilles. Il a enroulé ses 2 bras autour de ma jambe, et sans réfléchir, je me suis penchée et l'ai soulevé sur ma hanche, comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. La main de Viviane s'est figée en l'air entre nous. Elle regardait son visage, le front, la mâchoire, les 4 générations de photographies de son propre escalier. La regardant maintenant des bras de la femme qu'elle avait appelée stérile. Gérald est resté complètement immobile. Son verre a basculé et la fine ligne de vin a coulé sur ses doigts et sur le sol qu'il n'a pas remarqué. J'ai regardé les yeux de Viviane parcourir le visage de mon fils comme on regarde quelqu'un lire une phrase qu'il ne veut pas croire vraie. Le petit enfant pour qui elle avait allumé des bougies, l'héritier dont Gérald avait parlé devant cet escalier année après année. Debout dans un showroom couvert de sueur, 4 ans, dans les bras de la femme à qui ils avaient envoyé une carte la traitant de stérile. Ellie n'y comprenait rien. Il a regardé les 3 étrangers qui le fixaient, et a enfoui son visage dans mon épaule. J'ai senti sa petite main serrer mon col. J'ai posé ma main sur son dos, les serré un peu plus fort, et j'ai attendu. Pendant un instant, personne dans cette pièce n'a respiré. Ce n'était pas fini. Qui, a dit Viviane. Sa voix était devenue mince et aiguë. Qui est cet enfant? J'ai tenu mon fils sur ma hanche. Je ne me suis pas pressée. J'avais attendu 5 ans. La pièce pouvait attendre quelques secondes de plus. Il s'appelle Ellie, ai-je dit. Il a 4 ans. Il aura 5 ans en juillet. Je l'ai regardé faire le calcul. Je l'ai regardé se manifester sur son visage comme le temps qui arrive. 4 ans, né en juillet. Le divorce prononcé le printemps précédent. Elle y est arrivée au même instant que Gérald. J'ai vu le moment exact où cela a atterri chez eux deux. Il a été conçu alors que Damien et moi étions encore mariés, ai-je dit doucement, de sorte qu'ils ont dû se pencher pour m'entendre malgré le silence. J'ai découvert que j'étais enceinte après avoir signé vos papiers. Après que vous m'ayez envoyé cette carte, je l'ai eue seule dans une pièce avec une chaise vide et je l'ai élevée seule. J'ai laissé cela planer dans l'air. C'est votre petit-fils, ai-je dit. La vraie famille que vous m'avez dit que je ne pouvais pas donner. Je me la suis donnée à moi-même et je l'ai fait sans aucun de vous. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était la chose la plus bruyante du bâtiment. 150 personnes et on aurait pu entendre une vis tomber sur le béton. Les 2 journalistes avaient cessé de faire semblant de regarder les meubles. L'une d'elles tenait son téléphone levé, écran tourné vers nous. La bouche de Viviane s'est ouverte et fermée. La performance était partie, épluchée. Ce qui restait en dessous était quelque chose de brut et d'ancien, et c'est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse mieux y réfléchir. Il est à nous. Elle l'a dit comme une loi de la nature, puis plus fort, faisant un pas vers moi, vers Ellie sur ma hanche. C'est du sang Lefebvre. C'est notre sang dans notre famille. Vous ne pouvez pas nous le prendre. Vous n'avez aucun droit. Elle a tendu la main vers lui. Théo était là avant qu'elle ne finisse la phrase. Il était sorti de l'atelier derrière Ellie, et il est intervenu sans hâte, juste assez pour placer son épaule entre mon fils et sa main tendue. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin.
Il s'est simplement tenu là, immobile comme un encadrement de porte, comme il se tenait à tout. Et là, c'était à voix haute devant les journalistes et la designer et les habitués et toute la pièce lumineuse que j'avais construite. Tout le monde venait d'entendre une étrangère appeler, le nôtre, un enfant qu'elle n'avait jamais vu de ses yeux. Tout le monde venait d'entendre le mot « sang » de la même bouche qui, une minute auparavant, jouait la comédie de l'amour. On pouvait sentir la pièce tourner. Je n'ai pas eu à la faire tourner. Elle l'a fait elle-même de ses propres mains. Une femme près de la fenêtre, l'une de mes plus anciennes clientes du marché, a mis sa main sur sa bouche. La designer de l'hôtel a fait un pas en arrière, regardant Viviane comme si elle avait vu quelque chose ramper sous un beau tapis. Une jeune journaliste près de la porte a murmuré à sa collègue et a commencé à taper rapidement. 2 clients pour qui j'avais passé des mois à construire des pièces ont échangé un regard que je n'oublierai pas. Le regard que les gens se donnent quand un masque tombe en public. Diane avait complètement arrêté de verser des boissons, et Béatrice était déjà en mouvement, sans hâte, comme elle allait vers quelque chose qu'elle avait vu venir pendant 5 ans. Maman. La voix de Damien, le premier son qu'il ait fait depuis qu'il était entré chez moi. Je l'ai regardé pour la première fois en 5 ans. Il fixait Ellie, son propre visage, plus petit, sur un garçon de 4 ans qui n'avait jamais entendu son nom. J'ai vu toute l'architecture de sa vie se réorganiser derrière ses yeux. Les années froides avec Sophie. La maison silencieuse sans enfant. La chose que sa mère avait juré être meilleure que ce qu'il avait jeté. Mon fils, a-t-il dit. À peine un murmure. Ses jambes semblaient le lâcher. Il a tendu la main vers le bord du comptoir et l'a manqué, et Gérald a attrapé son bras. Ses yeux sont tombés sur le sol. Le même regard sur le sol que lors de ce dîner il y a 5 ans et une vie entière. Sauf que cette fois, il n'y avait plus rien à regarder ailleurs. C'était déjà arrivé. C'était déjà parti. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Il n'avait eu qu'un seul travail à cette table il y a 5 ans. Dire mon nom, se lever, choisir la femme qu'il avait épousée plutôt que la mère qui dirigeait sa vie. Il ne pouvait pas le faire alors. Et maintenant, le prix de ce silence était sur ma hanche, dans une chemise rayée. Appeler un autre homme par le nom qui aurait dû être le sien. Il ne pouvait pas le défaire. Il n'y a pas de dossier pour cela. Certaines choses, on ne les perd qu'une seule fois. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Je ne l'ai pas ouvert comme un magicien. Je l'ai juste tenu là où il pouvait le voir. Tout est ici, ai-je dit. Le décret avec la date, son certificat de naissance avec la date, et la carte que vous m'avez envoyée, Viviane, de votre écriture. Je l'ai regardée. Voudriez-vous que je la lise à voix haute pour tout le monde, ou vous souvenez-vous de ce que vous avez écrit? Elle n'a pas répondu. Son visage disait qu'elle se souvenait de chaque mot. Béatrice s'est placée à côté de moi, calme comme une porte fermée. Je suis l'avocate de Madame Dubois, a-t-elle dit à Viviane, à Gérald, à la pièce attentive. Avant que quiconque dans cette famille ne prononce le mot avocat, la visite des grands-parents dans cet état contre une mère capable pour un enfant que vous n'avez jamais rencontré, vous êtes libre d'essayer. Vous dépenserez beaucoup d'argent, et vous ne gagnerez pas ce que vous avez jeté par la porte. Elle a laissé cela faire son effet. Personne n'a respiré. Et quant à toute autre revendication, a-t-elle ajouté presque doucement, j'y réfléchirai très sérieusement dans une pièce pleine de gens qui viennent de voir comment cette famille se comporte. Gérald en avait assez entendu. Quelque chose en lui était devenu gris, silencieux et très vieux. Il a pris Viviane par le coude. Viviane, a-t-il dit, nous partons maintenant. Pendant une seconde, elle lui a résisté. Puis elle a regardé autour de la pièce, a vraiment regardé, et a finalement vu. Le téléphone du journaliste, les visages tournés vers elle, la foule qui était venue me célébrer et qui venait de la regarder se jeter sur mon enfant, ses propres mots planant encore dans l'air, qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Ils sont partis comme des gens qui s'éloignent d'un incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Damien est parti le dernier. À la porte, il s'est arrêté et a regardé Ellie une dernière fois, et juste un instant, j'ai vu l'homme que j'avais épousé là-dedans quelque part, se noyant. Puis il est parti aussi. La porte vitrée s'est refermée derrière eux trois.
Toute la pièce a expiré d'un coup. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez par les personnes qui étaient censées vous aimer quoi qu'il arrive, j'espère que vous êtes parti aussi. Et j'espère que vous tenez toujours debout, dites-moi dans les commentaires qui vous a finalement appris ce que signifie une vraie famille. Je lis chacun d'eux. Ils ne m'ont plus jamais contacté d'une manière qui comptait. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée de Damien. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai mise dans la boîte à chaussures avec la carte parce qu'une partie de moi est toujours la cliente prudente de Béatrice, mais je n'avais pas besoin de ce qui se trouvait à l'intérieur. Il n'y avait pas de réponse dans cette enveloppe que j'attendais encore. L'avocat de Damien a fait une discrète demande cet été-là. Béatrice y a répondu par une seule lettre, et cela n'a abouti à rien. Il n'avait pas la volonté de se battre, et les personnes qui l'avaient poussé toute sa vie n'avaient aucun argument valable. Viviane avait passé toute sa vie à vénérer un nom et une lignée. Et à la fin, elle avait jeté le seul petit enfant qu'elle aurait jamais eu avant même de savoir qu'il existait. Il y a une sorte de justice qui n'a pas besoin d'un tribunal. Elle doit vivre dans cette maison sous ces 4 générations de photographies, sachant exactement ce qu'elle a fait. Je pense à elle parfois. Je pense à cette nuit dans sa cuisine, l'eau qui coule. Je sais ce que coûte un mariage sans enfant. Je comprends maintenant qu'elle avait été menacée de ce même exil une fois, il y a longtemps, par sa propre belle-mère. Elle y a survécu en devenant la chose même qui l'a presque détruite. Et puis elle l'a visée sur moi. Ce n'est pas une excuse. Mais ce n'est pas non plus un méchant de bande dessinée. C'est juste triste. Et maintenant, c'est à elle de le porter seule. Voici ce que je porte à la place. Théo n'a jamais eu une seule goutte du sang d'Élie. Et il est le seul père que mon fils ait jamais connu. C'est lui qui lui a appris à poncer dans le sens du grain. Celui qui est là pour chaque genou écorché. Celui qui apparaît discrètement, complètement. Comme les gens qui disent que vous méritez mieux ne le font jamais réellement. Quelques mois après l'ouverture, Élie était dans l'atelier, perché sur son tabouret pendant que Théo guidait ses petites mains sur une planche, la lumière de l'après-midi épaisse dessus. Et mon fils a levé les yeux et l'a dit aussi facilement que respirer, comme s'il l'avait dit toute sa vie. Papa, est-ce que c'est assez lisse? Les mains de Théo sont restées immobiles sur le bois. Il n'en a pas fait toute une histoire. Il s'est raclé la gorge et quand sa voix est sortie, elle était rauque. Oui, mon pote, a-t-il dit. C'est juste parfait. J'ai dû sortir par la porte arrière pour qu'ils ne me voient pas pleurer. Ils m'ont dit un jour que je ne pouvais pas donner à un homme une vraie famille. Ils avaient raison sur exactement une chose. Je ne pouvais pas la donner à cet homme dans cette maison sous ce nom. Il s'est avéré que je n'avais tout simplement pas encore rencontré la bonne personne avec qui en construire une. Nous l'avons faite nous-mêmes avec nos propres mains. Et nous avons gravé un airain et une pierre sous le dessous, là où personne d'autre n'a besoin de le voir. Pour que nous sachions toujours que c'est le nôtre.